Alors bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, chers étudiants, étudiantes, chers Sami. C'est un plaisir de te voir, Sami. Je vous souhaite la bienvenue à ce colloque qui s'intitule « Vers un nouvel ordre au Moyen-Orient, enlisement, réforme et repositionnement diplomatique ». Je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et professeur au département de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. C'est un plaisir pour moi d'être ici, mais je souffre un petit peu du syndrome de l'imposteur parce que c'est vrai que je dirige la chaire, mais ce colloque a surtout été le produit d'un effort du directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, mon collègue Sami Aoun, qui travaille avec nous à la chaire depuis un long moment. Mais également, je veux saluer sa présence d'Agnès Ziaé. Où est-ce qu'elle est, Agnès? Ah, Agnès est juste là. Donc, Agnès est la coordonnatrice de l'OMAN. Et je dois vous dire que sans elle, ce colloque-là n'aurait pas pu avoir lieu. Ça a été vraiment la cheville ouvrière et la pilote de tout cet effort. Bon, on s'est bien assis dans les réunions avec elle pour réfléchir aux thématiques à aborder, à la manière dont on allait organiser le colloque, le concevoir. Mais pour ce qui est de la cueillette de financement, on a aidé un petit peu aussi, mais je dois dire que c'est Agnès qui a été la principale pilote de ce colloque. Donc, si vous aimez le colloque, vous pourrez la remercier. C'est réellement elle qui a été la pilote de ça. Donc, à titre de spécialiste de la politique américaine, j'aurai beaucoup de bonheur à vous entendre parce que, bon, Donald Trump y est allé de frappe militaire en Syrie récemment. On sait que l'Iran occupe une grande attention, occupe l'attention à Washington. Le président a l'œil sur d'autres régions aussi, sur la Corée du Nord, entre autres. Mais le repositionnement des États-Unis au Moyen-Orient, c'est la grande question que je me pose depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. On se demande ce qu'il va faire en Syrie. On se demande quelle sera la relation aussi avec la Russie dans ce pays, avec d'autres États de la région aussi. Donc, j'aurai beaucoup de bonheur à vous entendre aujourd'hui, mais également à vous entendre sur la situation interne dans plusieurs des pays très importants dans cette région. On va parler de la Turquie ce matin avec Ferry de Kerkhove. On va parler de la Syrie un petit peu plus tard cet après-midi. On va parler de l'Iran également. Donc, il y en aura, je pense, pour tous les goûts. Et je remercie Sami et Agnès d'avoir invité nos conférenciers, conférencières d'aujourd'hui qui nous permettront d'y voir un peu plus clair et de brosser un portrait assez global des développements politiques et militaires et sociaux dans cette région fort importante. Donc, je vais surtout laisser Sami y aller d'une introduction de fond, mais je veux, avant que l'on entame les discussions d'aujourd'hui, remercier nos conférenciers et conférencières qui ont bien accepté de nous rendre visite, mais aussi nos partenaires, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui a accepté de financer cet événement. Évidemment, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, qui appuie la chaire Raoul Dandurand depuis sa création il y a 20 ans, et l'Observatoire sur le Moyen-Orient en particulier. J'aimerais remercier aussi l'Institut d'études internationales de Montréal. J'aimerais remercier la Faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal, Aéroport de Montréal, le Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM, et j'aimerais aussi remercier le Consulat de Belgique à Montréal, donc des institutions qui ont accepté d'entrer dans le projet avec nous et de l'appuyer. Donc, merci beaucoup aux gens qui représentent ces institutions aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole à Sami, qui va introduire un petit peu le colloque, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il sera possible, évidemment, de poser des questions durant les ateliers, mais aussi d'interagir avec les gens ici présents ou les gens qui feront les présentations et qui seront dans l'assistance à l'aide des médias sociaux. Donc, vous pouvez utiliser le mot-clic, pour ceux qui sont un petit peu habiles avec les téléphones cellulaires et tout ça, le mot-clic colloque MO, donc C-O-L-L-O-Q-U-E, bien sûr, MO. À l'aide du mot-clic, le hashtag, et vous pourrez, sur Twitter, poser vos questions si vous le souhaitez. Si vous êtes un peu timide et que vous n'avez pas envie d'aller au micro nécessairement, vous pouvez poser vos questions sur Twitter et il y a des gens de l'équipe qui se chargeront d'aller les poser ou de les transférer, de les acheminer au présidente de séance. Donc, je vous remercie d'être là. Je m'assois et je vous écoute. Je sais que j'apprendrai bien des choses. Et sans plus tarder, je vous présente mon ami et directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Sami Aoun. Donc, bonne journée à vous et ce sera un plaisir de vous reparler au courant de la journée. Merci, Monsieur le titulaire de la chaire, chers amis.
Merci de ceux qui ont traversé l'Atlantique, le Pacifique, les frontières qui deviennent de plus en plus étanches. Merci aussi pour ceux qui ont traversé les ponts, parce que c'est aussi laborieux le matin. Alors, bienvenue dans ce colloque qui pourrait être ambitieux, mais d'autres pourraient dire prétentieux, sur la question du nouvel ordre au Moyen-Orient. Et la question qui nous préoccupe, est-ce que de ce mal qui ravage cet espace, est-ce qu'il va sortir un jour un bien? Et ça, c'est peut-être la question, je dirais, existentielle qui nous travaille, surtout dans un temps un peu orwellien. Et ce temps d'Orwell, on ne sait plus où on se dirige. Et il y a, comme dans le système international, qui est en désarroi parfois, et peut-être qui a perdu un peu son sens, et il est en train de se recomposer. Alors, peut-être le ventre mou de cet ordre international va rester le Moyen-Orient, comme il a été peut-être dans les 2 siècles auparavant. C'est lui qui va payer le prix et c'est lui qui est, pour maintes raisons, qu'on va regarder dans le colloque. Si vous le permettez, je ferai un peu quelques remarques géopolitiques en forme de constat et de questions et d'interrogations sans nécessairement avoir la réponse. Je ne suis pas du calibre de mes collègues qui vont toute la journée vous donner certainement ce qu'ils considèrent comme des pistes de solution ou, en plus de leur radioscopie, donner quand même des portes de sortie. C'est là le point. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau géopolitique qui arrive dans cette région du Moyen-Orient qui est à suivre? Tout d'abord, au niveau de la géopolitique, au niveau du spectre qui est toujours pesant, au moins depuis quelques années, ce que j'appelle le spectre du remodelage, c'est-à-dire l'ordre qui a été fondé en Sykes-Picot, et ajoutons Sazonov pour ceux qui vont travailler la Russie et sa stratégie, en 1916. Cet ordre aujourd'hui est sous forte pression pour être soit remodelé, soit simplement s'effondrer. Alors, on n'est pas sûr où on y va dans cet ordre de Sykes-Picot. Deuxième point, où va notre État-nation? Alors, l'État-nation, qui est en train de dissiper beaucoup de gains de sa modernisation, elle est aujourd'hui aussi sous forte pression. Non pas nécessairement comme dans le remodelage géopolitique où les États peuvent s'effriter ou se démanteler, mais plutôt à l'intérieur de ces États où on voit soit un effondrement du lien citoyen, de la cohésion citoyenne, on voit que l'État pourrait rester comme une carapace, comme une coquille presque vide, mais à l'intérieur, les communautés, on voit des décompositions, on voit des transferts ethniques, et surtout, cela est relié à la troisième partie qui est d'ordre politico-culturel, c'est justement et surtout ce bris de la cohésion nationale qu'on a prétendu presque solide à un certain moment, on voit maintenant la grande discorde ou la discorde religieuse, ou particulièrement la fitna, ou cette guerre entre sunnites et chiites, qui prend plusieurs aspects, surtout d'ordre politique, une forme de guerre de procuration au Yémen, en Syrie, en Irak, qui prend directement une collusion frontale entre les branches et qui pourrait prendre aussi des allures doctrinales. En ce sens, cela va révéler le malaise profond de cet État-nation, de cet espace, disons, comment on peut avoir le bon équilibrium entre ce qui est religieux, ce qui est politique, ce qui est étatique, comment arrêter une instrumentalisation désastreuse du politique vers le religieux ou le religieux par la politique. Alors, pratiquement, cette double instrumentalisation pourrait être un état d'âme, peut-être au niveau conceptuel, il n'y a pas un malheur là-dedans, mais quand elle se concrétise dans une autodestruction systématique de ces espaces et surtout de ces sociétés, à ce moment, il y a quand même de quoi s'inquiéter et s'inquiéter profondément. Alors, ces peurs, ces menaces qui sont là seront traitées par mes collègues, mes illustres collègues, que je remercie encore moi-même, vont être traitées d'une façon, pourrait être, non pas selon le programme que je veux dire, mais
peut-être selon au moins 3 paliers. Le premier, je l'appelle les acteurs. Alors, il y a dans cet espace du Moyen-Orient, qui est à la fois un état de passage, qui est un espace de passage, donc un espace où il y a beaucoup de confrontations, beaucoup de rivalités, soit parce qu'il est réduit à ses ressources hydrocarbures, le pétrole en particulier, le gaz, alors pratiquement on le réduit simplement comme un espace d'aller exploiter pour la grande machine des grandes industries, qu'ils soient du Nord ou ailleurs. Alors, pratiquement, c'est la première réduction. Deuxième réduction qu'on va voir dans le colloque, et on pourrait peut-être la déchiffrer et faire, comme Frédéric l'a très bien dit, faire certainement un engagement de dialogue sur ce point. Alors, voir comment l'autre réduction et réductionnisme qui pèse lourd sur la région, cela ne signifie pas dire que le réductionnisme n'a pas un point d'ancrage, ce n'est pas là la question, que cet espace est à la fois un lieu de violence de tout type, de toute nature, et aussi ce lieu de violence, il est exportateur de violence. Alors, comme il est une couveuse de violence, à un certain moment, il pourrait que sa violence déborde dans plusieurs justifications, qu'elles soient religieuses ou d'autres, où pratiquement cet espace devient paria, devient dangereux et devient un espace soit à endiguer, soit à le contrôler. L'autre point qui est important dans ces acteurs, je prends tout d'abord les États. Alors, comme vous le remarquez dans le colloque, on a privilégié, c'est une sélection, c'est un peu sélectif de notre part, peut-être on peut négocier même cette sélection. Il y a les 4 les plus importants, il y a d'autres, mais 4 plus importants, qu'ils soient de l'extérieur vers l'intérieur, certainement la Russie. La Russie, aujourd'hui, en ce qui concerne le Proche-Orient particulièrement, même aux côtés de la Libye et d'autres, est un maestro. C'est-à-dire, c'est un retour d'un acteur qui a toujours eu des ambitions importantes dans la région et il est dans un retour. Est-ce que ce retour va rendre de nouveau une émergence d'un système bipolaire ou simplement une sous-traitance? Alors, mes collègues, qu'ils soient sur la Russie en général ou sur l'acteur qui est important en Russie, M. Poutine, la question va se poser, est-ce qu'il est tacticien, le monsieur, ou stratège? Est-ce qu'il y a une stratégie articulée? Ou on va tomber dans 2 indécis et les 2 qui sont imprévisibles, M. Poutine, ajouté dans le décor M. Trump. Alors, c'est aussi un acteur important, et que, comme personne, nouvelle administration, on ne sait pas au juste où sont les constantes, où sont les variables, et surtout pour la puissance américaine, qui était garante de l'ordre dans cette région pour un certain moment. Et avec l'administration Obama, on a fait un pullback, on a fait une gestion d'arrière-plan et un certain aveuglement volontaire. Et M. Trump, est-ce que vraiment il serait original dans sa rentrée dans la région ou ce serait du pareil au même? Ça, c'est pour les 2 grandes puissances. L'autre puissance qui est importante, c'est l'Iran. Et comme vous l'avez remarqué, dans le programme, on a mis un peu l'accent sur l'Iran pour bien comprendre ses ambitions et surtout comprendre sous l'effet de la pression qui vient maintenant de l'administration Trump, saisir bien le processus décisionnel en Iran, leur ethos, leur façon de comprendre et de décoder. Et on a vraiment les experts les plus qui font autorité sur cette manière, comme sur ce domaine, comme déjà sur la Russie et les États-Unis. Troisième puissance importante, à mon sens, la Turquie. Alors, la Turquie, qui était à un certain moment un modèle référentiel, aujourd'hui rentre en lui-même. Et voilà pour des raisons internes. Est-ce que la Turquie fait une pause pour plus s'avancer dans cet espace? À un certain moment, c'était l'ordonnateur de cet espace. Est-ce qu'on va retourner à un certain néo-ottomanisme? On va le voir aussi avec une autorité dans la matière. Pour les mouvances, certainement, on a privilégié, sans nécessairement qu'il soit le seul acteur, le islamisme combatif, si vous voulez. Vous pouvez l'appeler
djihadisme, choisissez n'importe quel terme, mais comme un acteur qui est certainement pas nécessairement si autonome comme il le prétend, mais qui révèle soit toutes les maladies de la région, soit il révèle des frustrations qui sont dans cette région. On va le fixer. La dernière point, dernière peut-être donnée dans ce colloque, c'est la question: où est la société civile? Quelle société civile va sortir? Est-ce que vraiment on va continuer à voir la mort de la politique à cause soit d'une emprise des institutions militaires, soit une emprise des mouvances fondamentalistes très récalcitrantes, même qui rejettent cet espace qu'on appelle démocratique libéral? Est-ce que le printemps arabe va continuer sa descente aux enfers, ou ce serait une phase pour qu'il récupère et qu'il remonte encore une fois, et avec une promesse d'avoir un espace stabilisé, pacifié, et où la pluralité est gérée par ce qu'on a vu ailleurs d'une façon assez réussie, par une certaine démocratie citoyenne, une démocratie libérale. Alors voilà à peu près ce que je crois être les grandes interrogations, les grands soucis, les préoccupations, qu'ils soient de la chaire, comme Frédéric l'a très bien dit, soit de cette équipe de tonnerre qui est à la chaire, et particulièrement Haniye, qui est mes yeux, mes oreilles, et un jour elle va devenir mes béquilles aussi. Merci beaucoup et bon colloque, et j'espère que on va avoir une belle journée d'entretien. Ici, nous sommes, c'est vrai, à la Banque nationale, à la Banque Bibliothèque, à la Banque Bibliothèque nationale, mais nous sommes toujours sur un campus académique, donc liberté extrême de penser. Il n'y a pas vraiment de rectitude politique. Nous sommes dans un espace le plus protégé peut-être dans l'ère de la culture. Merci beaucoup. Avec à peu près le même chapeau, mais incliné un peu. Voilà. J'invite au panel Son Excellence, M. Ferry de Kerkhove, ancien haut-commissaire du Canada et au Pakistan, ancien ambassadeur du Canada en Indonésie, en Égypte, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques internationales, Université d'Ottawa. Il a un petit problème à l'épaule, mais heureusement, il a une épouse fidèle. Alors, il est arrivé chez nous sain et sauf. Pour la première fois, il se sent dépendant de quelqu'un, alors le connaissant. Aussi, j'invite au panel Rachad Antonios, notre ami, professeur au département de sociologie à l'UQAM. Et voilà, Rachad est bien connu ici. Il est un pilier aussi de l'Oman et un pilier des activités les plus intéressantes qui se font en ville. Et aussi, il a les deux qualités. Il a le théoricien, le sociologue, mais aussi un engagement sans faille depuis des années et des années. Je ne veux pas les nommer toutes. Aussi, Monsieur Stéphane Winter, un professeur aussi très connu et un ami de l'Oman et aussi un spécialiste du Proche-Orient à l'époque ottomane, et qui n'aime pas aller dans l'actualité, mais vous le remarquerez bien, il connaît l'actualité plus que beaucoup d'autres qui prétendent la suivre. Et Mohamed Ouria, qui est un professeur aussi à l'école de politique appliquée à l'université de Sherbrooke. Alors je l'invite, et il est membre externe de notre observatoire sur l'Oman. Alors, pratiquement, chacun des panélistes, s'il le permet, 15 minutes. Je sais que c'est trop limitatif pour leur génie, mais quand même, c'est ce qu'il faut faire. Alors, Monsieur de Ferry de Kerkhove, la nouvelle donne politique et géopolitique en Turquie. Merci Samy, merci aux organisateurs et je remercie Samy d'avoir remercié mon épouse, ce qui me permet simplement de réitérer ses paroles. Et en plus de ça, elle prend des notes merveilleusement bien, parce que c'est également une ancienne diplomate qui a travaillé à l'OTAN, et à l'OTAN, vous savez qu'on ne fait qu'une seule chose, c'est prendre des notes. Alors, un petit commentaire rapide d'abord sur le programme, parce que vous avez remarqué qu'il y a très peu
dans le programme sur la politique canadienne à l'égard du Moyen-Orient. Ce n'est pas la faute des organisateurs, c'est qu'en fait, le gouvernement n'a pas encore beaucoup manifesté d'intérêt ou du moins de vision sur le Moyen-Orient. Alors donc, on peut se pardonner de ne pas avoir cet élément-là. Alors, Erdogan, en 15 minutes, c'est de la folie pure, donc je vais parler à une vitesse d'enfer. Je voulais savoir, est-ce que dans cette salle, il y en a qui ont déjà rencontré Erdogan ? Parce que j'ai eu le bonheur, parce que ceux qui connaissent mon parcours savent que j'ai une attraction folle pour les dictateurs, Morsi, Sisi, Moubarak, enfin je peux continuer jusqu'à la fin, vous allez vous endormir. Et alors, pour un type qui accuse les Européens d'être un peu nazis au moment des élections, je ne sais pas si j'avais écouté Erdogan, mais de proche, parce que j'étais à Sirte avec Kadhafi et d'autres gens du même Gakabi. Et Erdogan me rappelle un peu quand il s'exprime un peu Hitler. Alors maintenant, si quelqu'un n'aime pas ce que je viens de dire, je suis tout à fait prêt à me retirer. Mais je crois que c'est... Alors, je suis très content de voir qu'on a un véritable expert sur les origines de la Turquie et parce qu'à ce moment-là, je ne devrais pas parler du conflit entre la Syrie et la Turquie sur le Sancak d'Alexandrette, puisqu'on a quelqu'un qui connaît ça beaucoup mieux que moi, mais je crois que c'est très intéressant comme aspect. Alors moi, je me demande toujours s'il ne faut pas commencer par un rappel de l'importance, au fond, même en 30 secondes, de l'Empire ottoman et de l'importance que ça a joué, au fond, dans l'historique actuel, parce qu'au fond, 500 ans d'empire, ça laisse des traces. Il ne faut pas oublier que c'était à une époque l'empire le plus important au XVIIe, multiculturel, multinational, et surtout, et c'est très intéressant de perspective moderne, c'était surtout un des membres absolument incontournables du concert des nations européennes. Et je souligne le mot européenne. Alors, il a toujours été, pendant 500 ans, au fond, essentiel, un grand équilibre entre les forces en Europe, les pays tant aussi bien la Prusse montante, la Russie, la France, etc. Alors, on lui a permis, grâce à ça, au fond, une existence prolongée, mais tout en le rognant au fil des années, et finalement en l'excluant de l'Europe, notamment, et je raccourcis, lors du très mauvais choix fait par Enver Pacha de se rallier du côté des Allemands. Alors, il y a eu le dépaissement, on a fait la référence à Pico Sykes, mais au fond, ce qui est intéressant de voir, si l'on regarde la situation contemporaine, c'est qu'au fond, qu'il n'y a que 3 véritables nations dans cette région, la Turquie, l'Égypte et l'Iran. Et à côté de ça, vous avez un peu le mythe du nationalisme arabe, chose sur laquelle on peut passer des heures et des heures à débattre. Mais je crois que c'est important. Mais cela ne veut pas dire que ces pays soient nécessairement des monolithes. Et c'est ça la véritable histoire de la Turquie, un état de division absolument vraiment étendu qu'on retrouve aujourd'hui dans une encore plus grande division après justement ce référendum. Alors je crois qu'il faut partir aussi un petit peu du kémalisme et essayer de l'expliquer, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'était que Mustafa Kemal ? C'était vraiment le passage de la vision ottomane à une vision turque, mais avec quand même une grande rancœur accumulée. Quand vous voyez par exemple la lutte pour reconquérir Mossoul, dans l'esprit des Turcs, Mossoul devait être turc, et Mossoul a été perdu quand Kemal Atatürk a quand même réussi à sauver le pays, et quand il a notamment réussi à éviter que la Thrace ne soit pendant 5 ans sous l'occupation grecque. Alors, je crois qu'il faut comprendre d'abord le kémalisme pour pouvoir comprendre les coups d'État en Turquie. Pourquoi ? Parce qu'en 1923, la laïcité, si vous voulez, a été forcée en tant qu'instrument de contrôle de la part de Mustafa Kemal pour essayer justement d'homogénéiser la civilisation, ou en tout cas la société turque, l'occidentaliser, la turquiser, si le mot existe, et l'islam est devenu, au fond, un élément au service de ce que j'appellerais un État sacralisé. C'est-à-dire que la laïcité était, au fond, devenue une sacralisation de l'État. Et l'ennemi, c'est évidemment l'islam populaire anatolien. Alors, toute l'idée de Kemal, c'était d'effacer, si je puis dire, la mémoire collective de la culture ottomane et, en même temps, la diversité religieuse. Alors, si vous voulez, cette révérence envers l'État est inculquée au fil des ans, et quand l'islam est rétabli, l'enseignement de l'islam est rétabli dans les écoles en 1980, c'est essentiellement pour unifier le pays et pas du tout dans un mouvement pro-islamique. Alors,
ce qui est important, et c'est pour ça que ma prédiction, je la dis déjà maintenant, l'armée a toujours été garante, au fond, du rejet d'une vision islamique, et c'est pour ça que vous avez eu les coups d'État en 60, en 71, en 80, en 97, il y en a eu même qui a été putatif en 2003, et vous avez celui de 2016 qui nous rappelle presque l'époque des janissaires. Mais je crois que quel que soit ce que fait Erdogan aujourd'hui, il y aura encore d'autres coups d'État dans ce pays-là. Alors, la démocratie parlementaire turque, dans un certain sens, elle était fictive, puisque l'État, le droit de l'État, la protection de l'État prime sur les droits individuels. Et d'où d'ailleurs la politique d'assimilation forcée des Kurdes et l'écrasement notamment de la gauche au fil des ans. Alors, ce que nous voyons de l'extérieur, l'État séculier dont on a vanté, parce qu'on aime toujours croire qu'on a raison quand on fait un jugement, surtout en Occident, en fait, le sécularisme a marginalisé de vastes pans de la société. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est, parce que Erdogan en parle beaucoup, c'est la relation entre le gulenisme et Erdogan lui-même. Alors d'abord, il faut comprendre que l'islam anatolien conservateur n'est jamais mort et a eu énormément d'espoir en 80, justement lors de l'établissement de l'éducation en islam. Alors, vous avez l'AKP qui arrive en 2001, le parti donc Justice et Développement. En 2002, c'est un parti... C'est déjà 5 minutes ? Déjà 5 minutes ? Ah bon, tu me fais peur, là. Ah bon, alors cache ça. Moi sinon, je vais parler encore plus vite si tu continues. Alors donc, le Parti Justice et Développement, victoire en 2002. Et au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est un parti religieux au pouvoir. Alors là, on a tout essayé. Alors on a été très impressionnés, par exemple, quand Erdogan est arrivé rendre visite en Égypte, et la première chose qu'il a dit en public, à Morsi, tu ne dois surtout pas avoir un gouvernement religieux. Alors tout le monde a applaudi, tout le monde dit « Oh, ce merveilleux Erdogan, il est en train de rétablir vraiment la relation équilibrée entre la religion et le politique. » Foutaise monumentale, parce que de toute façon, c'est un parti religieux qui arrive au pouvoir. Alors on a eu une décennie, et ça, Samy l'a rappelé, une décennie AKP qui a donné au fond une croissance économique remarquable, un rétablissement, une stature à la Turquie. On a eu l'impression d'avoir le champion de la démocratie, et on croyait arriver à une synthèse de tolérance religieuse et de modernité chez Erdogan. Et on espérait même qu'il y ait une révision constitutionnelle contre le pouvoir militaire. On a vu ce que la révision constitutionnelle donne maintenant. Et alors, il y a eu le rêve en couleur de la candidature de la Turquie à l'Union européenne en 2005. Mais Erdogan est un islamiste conservateur et qui maintenant est en train peut-être qu'il lit tous les soirs cet admirable livre de William Dobson qui est ici, The Learning Curve of Dictator, qui est une merveille que je recommande à tout le monde. Et je crois qu'Erdogan doit lire une page par jour, au moins. Alors donc, en 2014, victoire présidentielle, néonationalisme islamique patriarcal, et alors la démocratie libérale est jetée aux orties et on arrive à une vision islamique anti-occidentale. Il y a beaucoup de paranoïa, il y a des articles de la Constitution qui sont fascinants, comme par exemple l'article 301 de la Constitution qui condamne toute insulte contre les choses turques, ou encore l'article 299 qui est merveilleux, qui est toute insulte au président conduit à des arrestations, des mises en prison, etc. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est aussi ce que j'appellerais l'hypermasculinité du régime Erdogan, où tout à coup on voit des textes, des déclarations, où les femmes sont déclarées comme étant inférieures, et surtout elles sont inférieures quand elles ne produisent pas des enfants. Alors de l'autre côté, vous avez au fond ce mystique soufiste Fethullah Gülen, qui lui, directement en héritage de Saïd Nursi, a une démarche islamique tout à fait moderne, axée sur l'éducation, la tolérance, pro-Europe, le dialogue, et évidemment, il est apprécié des leaders séculiers. Et en fait, il travaille avec Erdogan parce que pendant 8 ans, avant que Erdogan ne se retrouve justement à la poussée du côté des nationalistes et conservateurs ruraux. Pourquoi ? Parce que l'AKP et le mouvement guleniste avaient au fond subi eux-mêmes des persécutions, on les percevait comme étant anti-kémalistes. Mais alors la question se pose, est-ce que le coup d'État de 2016 a été guleniste, alimenté par Gülen ? J'ai lu hier
que l'Economist disait que c'était définitivement des gulenistes, mais pas nécessairement Fethullah Gülen, je crois qu'on peut peut-être demander si ce n'est pas un peu contre nature de la part des gulenistes. De toute façon, ça a été le cadeau du ciel pour Erdogan. Alors, on sait que la séparation entre Gülen et Erdogan vient au moment où Gülen décide de dénoncer la corruption d'Erdogan. Notamment, il y a l'histoire du match de foot arrangé, il y a le parc Gezi et surtout l'espèce de détournement de fonds avec l'Iran Halbank. 10 millions d'adhérents, ça fait beaucoup de monde. La question pour Erdogan, c'était vraiment de dénoncer le mouvement guleniste. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Bon, Erdogan a appelé les Gülen des zionistes crypto-juifs, cardinal du pape, agent de la CIA. Enfin, ce sont des discours assez prononcés. Mais ce qui est important, c'est que 10 millions d'adhérents dans un pays quand même de 80 millions, un peu plus, c'est quand même un groupe considérable. Autrement dit, on ne saura jamais exactement ce qu'il en est du coup d'État. Je passe rapidement parce que je crois que vous avez tous suivi ce qu'il en était du coup d'État. On n'a pas beaucoup étudié le rôle, là c'est bien, oui, le rôle des Ergenekon, qui est le mouvement un peu ultranationaliste anti-islamiste. Toujours est-il que le coup d'État a permis à Erdogan de restructurer les institutions à son goût. Et on arrive avec des pouvoirs présidentiels accrus. Les rumeurs veulent qu'il veut dépasser le record de Mugabe à la tête de son pays. Je lui souhaite beaucoup de chance. Je crois que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'au fond, le tissu social du pays est encore plus déchiré qu'il ne l'a jamais été. Et donc, il pourrait très bien y avoir un autre coup d'État et peut-être même, à plus long terme, une guerre civile. Le référendum du 16 avril, très faible victoire, contestée, mais qui ne change finalement rien en termes de comportement dictatorial de la part d'Erdogan. Alors, la question aujourd'hui, c'est est-ce que nous faisons face, comme le disait Sami, à une force géopolitique nouvelle due au pouvoir accru de Erdogan dans une religion politique instable? Est-ce que l'on imaginerait qu'il se conçoit comme un leader des religieux des sunnites? Il faut voir, il y a tellement de choses à couvrir sur la Turquie. Est-ce que, par exemple, on reconnaît que finalement, contre Daesh, même s'il prétend la lutte contre le terrorisme étant très importante, la Turquie n'a pas fait grand-chose contre Daesh, parce que pour la Turquie, qu'est-ce qui comptait? C'était d'éviter que les Kurdes, pendant la lutte contre Daesh, passe l'Euphrate à l'ouest et finalement est un continuum de plus de 1000 km à la frontière turque. Et pour Erdogan, c'est la seule chose qui compte, surtout qu'il estime que même si la coalition aide les forces kurdes, pour eux, ils considèrent que ce sont simplement des éléments du PKK, c'est-à-dire le groupement turc terroriste, kurde terroriste. Alors, la région est plus instable que jamais. Et alors, la question qui se pose, il y a la question américaine, la question russe, la question de la Syrie, et tout ça en combien de minutes encore? 3 minutes? 3 minutes, merci Sami. Alors, d'abord, il y a une concurrence entre la Russie et les États-Unis pour l'allégeance de la Turquie, mais... oui, on pourrait parler de Blue Stream, Turkish Stream, tous les acheminements pétroliers. Mais je crois que ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'au fond, le mariage russe-turc est invivable. Il n'y a aucune chance qu'il dure, non seulement à cause d'attitudes différentes à l'égard de la Syrie, mais à cause de cette concurrence qui est presque historique entre les deux pays. Donc, ce n'est pas seulement Assad, il y a aussi l'Iran qui joue un rôle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Turquie se rend compte que l'Iran gagne en puissance par rapport à même il y a simplement une année ou deux. Et donc, pour Erdogan, n'a au fond pas véritablement défini sa politique. Il est hostile à tout et en cela, il rappelle un peu Trump. Alors, conclusion en 1 minute, je m'excuse, ça devient de plus en plus difficile. Alors, la Turquie a besoin de l'Occident pour défaire Daesh et aussi probablement pour calmer ou pour contrôler la mouvance du PKK. Donc la Turquie d'Erdogan, en dépit de ses grandes déclarations, ne peut pas se passer de l'Occident. Deuxièmement, le problème Trump, parce qu'on sait que Trump et Erdogan, qui sont deux dictateurs aimables,
non pas tout à fait, se rencontrent au mois de mai, ce qui est très intéressant parce que Erdogan n'a jamais pu rencontrer Obama, mais du moins faire une visite officielle à Washington. Mais le problème, c'est que Erdogan ne comprend pas exactement où en est Trump, parce que Trump a simplement besoin de n'importe qui au Moyen-Orient qui frappe contre le terrorisme, mais ça ne veut absolument pas dire autre chose. Je crois que, puisqu'il reste 30 secondes, je voudrais simplement dire que les relations entre la Turquie et l'Occident sont changées pour très longtemps. L'extradition de Gülen que veut Erdogan serait une folie parce que ce serait une capitulation et ça donnera encore plus de renforcement à Erdogan qui se considère déjà comme le patriarche divin de son pays, un peu comme Atatürk. Mais la Turquie aujourd'hui, terriblement divisée, le terrorisme est à la hausse, il y a une plus grande polarisation, il y a un isolement diplomatique réel, l'économie qui allait très bien est en régression, le pays s'enfonce. Alors, d'après moi, je le répète, les militaires se relèveront, car qui dit homme fort dit coup d'État à venir. Mais je crois que pour l'Occident, c'est encore beaucoup plus difficile de ce que j'appellerais gérer l'ingérable et surtout l'imbuvable de quelqu'un qui les appelle nazis, qui menace d'ailleurs de reprendre la peine de mort. Et je crois que de toute façon, le vrai problème, et Sami dans un certain sens l'a évoqué, c'est la gestion de la Russie, la Turquie n'étant qu'un des éléments et non pas l'élément déterminant. Je m'excuse, 15 minutes, c'est court. Maintenant, notre ami Rachad Antonius, qui a travaillé dernièrement et beaucoup sur l'islamisme, l'islamophobie, les conflits du Proche-Orient. Alors, si vous aimez bien voir ces publications, allez à la page de l'Institut et c'est quand même assez exhaustif. Merci, Rachad. Non, il n'est pas branché. Ah, voilà. Excusez-moi. Permettez-moi de rester ici, parce que c'est plus facile à gérer mes papiers. Bon, bonjour. Les réflexions que je veux vous proposer aujourd'hui sont une sorte de work in progress, donc vous m'excuserez qu'elles ne soient peut-être pas dans la forme aussi polie, aussi finie qu'elles auraient pu l'être. Le point par lequel je veux commencer est le suivant, une difficulté fondamentale dans le débat sur le Proche-Orient, c'est la prise en compte des facteurs idéologiques dans la montée, le rôle des mouvements islamistes dans l'analyse de leur stratégie. Pourquoi c'est difficile? Pour deux raisons principales. D'une part, faire appel à l'idéologie renvoie d'une certaine façon à la culture, à la religion, et il y a toujours ce danger qui se manifeste, qui est réel, d'essentialiser les processus et d'aller puiser dans l'imaginaire orientaliste des images qui viennent expliquer les phénomènes et qui contaminent les analyses qu'on peut faire. Donc ça, c'est un élément qui rend la chose un peu difficile et je pense qu'il y a moyen de faire autrement, c'est ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui. Et il y a l'autre élément qui rend la chose difficile aussi, c'est que d'une certaine façon, les diverses droites occidentales, en focusant avant tout sur les facteurs culturels et idéologiques et en prétendant qu'ils critiquent l'islamisme alors qu'ils s'en prennent à l'islam, brouillent énormément les cartes. Et donc, il devient suspect d'amener la question de l'idéologie de l'islamisme dans l'analyse des processus. Donc, je suis très conscient que c'est une question délicate qui a besoin qu'on soit qui nécessite qu'on soit extrêmement rigoureux dans la façon d'amener les choses et qui n'est pas exempt de danger. Alors, avant d'arriver au cœur de ce que j'ai à dire, je voudrais juste faire quelques remarques de type méthodologique. C'est que au Proche-Orient, les enjeux locaux et internationaux sont tellement imbriqués qu'il est des fois difficile de séparer les uns et les autres. Ça, c'est un élément. L'autre élément, je vais l'élaborer un peu plus, l'autre élément, c'est qu'il y a des phénomènes qui ont des logiques tout à fait indépendantes, mais qui produisent
qui produisent des résultats qui ne découlent pas de leur propre logique. Je m'explique, ça a l'air confus, mais ça ne l'est pas. Si on regarde, par exemple, les stratégies purement coloniales de gestion des conflits politiques au Proche-Orient, les alliances qu'on a avec, par exemple, l'Arabie saoudite, les tentatives d'instrumentalisation de l'Al-Qaïda en Afghanistan et en Irak et en Syrie, tout ça découle de logiques coloniales, de calcul d'intérêt et de rapport de pouvoir. Mais ils produisent des phénomènes qui sont d'ordre idéologique et qui se prolongent dans le temps parce que qui ne découlent pas de la logique coloniale. Donc il y a une imbrication entre des facteurs locaux ancrés dans l'histoire et dans la culture, avec des facteurs internationaux qui font que ces facteurs locaux prennent des dimensions beaucoup plus grandes qu'elles n'auraient dû le prendre autrement. Donc ça, c'est un élément qui rend les choses un peu compliquées. L'autre élément qui rend les choses aussi un peu compliquées, c'est important de les penser pour voir un peu c'est quoi les écueils qu'on peut rencontrer en tentant de faire ces analyses-là pour les éviter. Donc, ça vaut la peine de mettre le doigt sur qu'est-ce qui rend les choses un peu compliquées. C'est que depuis 200 ans à peu près, la région du Proche-Orient est soumise à un ordre colonial qui n'est pas tout à fait terminé. Les enjeux internationaux dans la région dépassent beaucoup le pouvoir, les moyens des acteurs locaux. Alors, dans une situation de conflit interne, mettons de guerre civile ou simplement de transformation révolutionnaire, éventuellement, une partie finit par triompher, réprime les autres parties et instaure un ordre qui dure sur la base d'une hégémonie qui a été gagnée ou conquise suite à des conflits violents. Dans le cas du Proche-Orient, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui perd ou qui commence à perdre, il se trouve qu'il y a une puissance internationale qui va lui redonner vie avec de l'argent, avec des moyens logistiques, avec des appuis politiques. Et donc, les conflits se perpétuent et le chaos continue parce qu'aucune partie n'arrive à imposer son hégémonie parce que le jeu ne se fait pas au niveau local avant tout, mais il se fait au niveau international, mais par le biais d'acteurs locaux. Et donc, certains processus qui sont des processus qui découlent purement d'une logique coloniale ont une certaine légitimité locale parce qu'il y a des acteurs locaux qui les prennent et qui veulent bien jouer ce jeu parce qu'ils sont convaincus que c'est pour leurs beaux yeux qu'on les appuie. Alors, ça, c'est un autre élément qui rend les choses un peu plus difficiles. Et là-dessus, dans cet ordre d'idées, on peut poser la question de l'instrumentalisation. On peut dire, oui, il y a des forces qui sont locales qui sont instrumentalisées. Mais je vois beaucoup d'analyses passées qui disent, au fond, Al-Qaïda, Daesh sont des créations extérieures et donc, et puis voilà la preuve, ils ont commencé à apparaître à tel moment et on peut faire une argumentation très serrée pour démontrer qu'il n'y a pas que c'est vraiment une instrumentalisation, que c'est des logiques purement extérieures. Sauf que pour être instrumentalisé, il faut être instrumentalisable. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des facteurs idéologiques locaux qui permettent cette instrumentalisation. Et c'est ça qui, à mon sens, manque un peu dans l'analyse. Je vais élaborer un tout petit peu. Mon Dieu, le temps passe très vite. Alors, comme cadre principal d'analyse, je veux insister sur ces deux approches. Une qui insiste beaucoup sur les facteurs politiques. Je pense beaucoup à Burga et un texte que je trouve tout à fait intéressant, qui a pour titre « Les mobilisations politiques à référent religieux », où il explique qu'au fond, derrière tout le discours islamiste des mouvements djihadistes, il y a des calculs politiques simples qui n'ont rien à voir avec la religion. La religion est simplement le langage dans lequel ces conflits s'expriment.
Ça, c'est une position. L'autre, évidemment, c'est celle qui a été beaucoup utilisée par la droite, qui veut tout expliquer en essentialisant l'islam et l'islamisme et l'idéologie. Je crois que je voudrais proposer ces trois types de facteurs qui jouent chacun un rôle différent dans ce type de mobilisation. Le premier facteur, c'est la question de la marginalisation sociale, économique, politique. Quand des gens sont traités injustement, quand des groupes sociaux, des sociétés, au point que leur survie devient difficile, ils se révoltent. Et ça, c'est universel. Alors qu'on ne peut pas expliquer la révolte en Syrie, en Irak ou en Égypte par des facteurs idéologiques. C'est avant tout des facteurs de marginalisation. Et là, la question, l'analyse économique des intérêts, des contraintes économiques, des processus de marginalisation est parfaite. Sauf que, une fois qu'on se révolte, la façon de se révolter, la façon dont on désigne l'ennemi, qui on décide l'ennemi, comment on le désigne, qu'est-ce qui est légitime comme moyen de lutte contre l'ennemi, qui on a le droit de tuer, qui on doit épargner, tout ça ne découle pas du désir de révolte. Ça ne découle que d'une culture politique, d'une certaine vision, d'une certaine conception du monde. Et c'est là que l'idéologie rentre en jeu. Et le troisième facteur, c'est celui que j'ai mentionné tantôt, l'instrumentalisation par des facteurs internationaux. Si on prend l'exemple de Daesh ou de Al-Qaïda au Proche-Orient, on peut voir le premier facteur en jeu et l'analyser, comment ces groupes ont été marginalisés, pourquoi ils agissent, ainsi de suite. On voit comment ils ont utilisé une certaine ils ont mobilisé une certaine lecture de la religion pour justifier, mais on ne comprend pas pourquoi ils ont eu tellement de succès. Et le troisième facteur inévitable, c'est celui des dimensions géostratégiques. S'il n'y avait pas des appuis extérieurs très puissants derrière ces groupes seraient restés marginaux. Et donc, on ne peut faire l'analyse des mouvements violents au Proche-Orient à référent religieux, comme le dit Burga, que si on prend en considération ces trois dimensions, chacune de ces dimensions éclairant un aspect de la mobilisation. L'autre élément qu'il faut ajouter pour éviter justement de tomber dans l'essentialisme et dans une reproduction de l'orientalisme, c'est de bien clarifier deux choses. D'une part, une distinction très claire entre islamisme et islam, et d'autre part, une insistance sur la spécificité historique de l'islamisme contemporain. L'islamisme contemporain est à contre-courant de tendances qui ont été dominantes pendant les 14 siècles de l'islam. Le wahhabisme, qui aujourd'hui est devenu dominant dans les institutions et qui est devenu la source d'inspiration de certains mouvements, était considéré comme une hérésie au XVIIIe siècle. La plupart des mouvements, des juristes sunnites considéraient que c'était une hérésie sans importance et qu'il fallait même tout simplement ignorer. Comment cette hérésie est devenue dominante? Là, on ne peut pas l'expliquer uniquement par son contenu. On ne peut pas expliquer l'émergence de l'islamisme djihadiste, salafiste, wahhabiste. Enfin, je réalise qu'il y a des nuances à mettre entre tous ces mouvements et ces termes, mais il y a des convergences. Okay? Donc, on ne peut pas expliquer cette émergence uniquement en se référant au texte religieux, à l'islam ou au dogme. Le dogme, le texte religieux, le Coran, est constant depuis 14 siècles. Il a donné lieu à des dynamiques politiques très différentes. En bon mathématicien, je vous dirais, on ne peut pas expliquer une variable par une constante. Le texte religieux est constant, il est écrit, et il est reproduit tel quel depuis 14 siècles. Ce n'est pas le texte religieux qui peut expliquer la variation des politiques et des conditions. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est spécifique. Et pour comprendre ce qui est spécifique, il faut voir qu'il y a un ancrage local qui est celui de l'héritage d'Ibn Hanbal,
qui a passé par Ibn Taymiyyah et par une série d'autres penseurs qui s'est rendu jusqu'à Ibn Abd al-Wahhab, et qui s'est connecté avec des calculs coloniaux dans lesquels les puissances coloniales ont fait un choix conscient et calculé de privilégier les mouvements islamistes par opposition aux mouvements plutôt laïques, plutôt nationalistes, plutôt modernisants. Et là-dessus, il y a 2 références ou 3 références majeures que j'aimerais, que je cite souvent. Donc, excusez-moi si vous les avez déjà entendues, et je vais terminer un peu avec ça. C'est que il y a d'abord le livre de Mahmoud Mamdani, Good Muslim, Bad Muslim, qui analyse un peu comment en Afghanistan le jeu s'est fait avec, et qui est extrêmement documenté. Il y a le fameux livre de Ian Johnson, qui est un journaliste, mais qui a fait une enquête extrêmement sérieuse pendant 7 ans et qui aboutit à son livre A Mosque in Munich, qui est en français aussi d'ailleurs, une mosquée à Munich, qui retrace l'implication de la CIA avec les islamistes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le livre de Hamadi Riddisi, Le Pacte de Najd, ou comment l'islam sectaire est devenu l'islam, tout court. Et enfin, le livre de Nabil Mouline, qui est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus approfondi que celui de Hamadi Riddisi, qui s'appelle L'éclair de l'islam, qui montre un peu comment l'idéologie wahhabiste s'est structurée et comment le rapport entre le pouvoir et les juristes, les fuqaha, s'est développé au cours des 2 derniers siècles. Et je terminerai simplement en disant que dans les courants intellectuels dans le monde arabe et musulman, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on en entend parler ici, qui partagent cette perspective que je vous propose. Je vais juste citer Aziz El-Azmi, ce politologue et philosophe syrien qui a écrit un tout petit pamphlet qui s'appelle « L'obscurantisme postmoderne et la question musulmane » qu'il faut absolument lire, et un texte de Gilbert Achcar, professeur, je pense, à Exeter London School of Economics, je ne suis plus sûr, qui a écrit un texte qui s'appelle « L'orientalisme à rebours », où il voit comment un certain nombre d'intellectuels et d'analystes européens surtout ont, sous prétexte de rejeter l'orientalisme, ont reproduit toutes les caractéristiques orientalistes de l'autre musulman, mais en les regardant de façon positive et non pas négative. Voilà, merci. On va les suivre, comme ça il s'en servira plus. Professeur Stéphane Winter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai une présentation PowerPoint. Oui, voilà. Merci beaucoup, Samy et Frédéric, d'avoir organisé tout ça, et surtout à Hanieh pour le merveilleux travail organisationnel. Ça fait plaisir de voir quelque chose avec autant d'envergure s'organiser ici à l'UQAM ou proche de l'UQAM. Je viens tout juste d'apprendre que j'aurai 15 minutes à parler. J'avais prévu... Bon, je croyais que j'avais les 2 heures pour moi. Vous savez, à l'UQAM, on enseigne dans les blocs de 3 heures. Donc, mes étudiants, ils savent que ça me prend normalement 1 heure pour me réchauffer. Donc, on verra comment ça va ici. Plutôt que de lire tout ce que j'avais préparé, je voulais vous présenter peut-être, donc, de façon plus brève, une idée. Justement, je ne suis pas politologue, comme la plupart d'entre vous ici. Je ne suis pas spécialiste de ce qui se passe dans la région, mais j'aimerais apporter une perspective, pas historique, mais la perspective d'un historien pour comprendre ce qui se passe en Syrie. C'est très bien que je crois que le titre qui m'a été imposé, c'est justement les origines de la guerre civile en Syrie, les origines entre guillemets. Et c'est bien comme ça. Vous savez tous qu'il y a plusieurs versions sur les origines de la guerre civile en Syrie. La version médiatique qu'on entend pour la plupart, chaque introduction aux événements en Syrie, ça nous rappelle toujours que tout a débuté le 15 mars 2011, quand des enfants dans la ville de Daraa, dans le sud de la Syrie, ont écrit des graffitis sur des murs, des graffitis inspirés par le printemps arabe, les révoltes à Tunis et au Caire, et qu'ils se sont fait arrêter, mettre en prison, que les parents ont commencé par manifester contre ces arrestations d'enfants, que les manifestations se sont étendues à d'autres villes en Syrie, notamment Homs, où on commence à manifester justement pour des réformes politiques. On n'appelle pas encore à la chute du régime, on veut tout simplement des réformes plus démocratiques, sauf que la réaction du régime se fait de plus en plus sanglante. Il y a des morts presque chaque semaine
après les manifestations les vendredis après-midi, que les manifestants finissent par s'armer, par appeler à la chute du régime, qu'ils commencent à former une armée syrienne libre composée d'officiers haut gradés qui ont fait défection, qui s'installent en Turquie et ça mène finalement à une guerre civile de plus en plus confessionnalisée dans la mesure que les différentes factions sont appuyées, comme on a évoqué tout à l'heure, instrumentalisées par des pays étrangers, l'Arabie saoudite, le Qatar pour les rebelles, l'Iran, le Hezbollah et finalement la Russie pour le régime, ainsi de suite. Par contre, si ça c'est la version dominante des origines de la guerre civile qu'on entend toujours, il y a une autre version, moins médiatisée, surtout en Occident ici, qui rappelle depuis le tout début que les manifestations ont été accompagnées depuis le début, depuis Daraa et Homs, dans la région du Sud, surtout par des attaques armées contre des policiers et des forces d'ordre syriens. Que ces actes de violence contre les policiers s'inscrivent dans une longue histoire d'ingérence, d'instrumentalisation, du financement de groupes islamistes par l'Arabie saoudite. On rappelle notamment la première guerre civile larvée de 1979 à 1982. Que ces événements, ces actes terroristes, selon le régime, n'ont jamais cessé complètement depuis. Et que la Syrie, si on en croit des sites islamistes de l'époque, les sites sur Internet, était devenue la cible principale d'une internationale djihadiste depuis environ 2006-2007 déjà. À cette époque-là, les menaces américaines de lancer une nouvelle campagne de changement de régime dans la région avaient forcé la Syrie à réprimer, à refouler les groupes djihadistes qu'ils avaient encouragés jusque-là à s'exercer en Irak. Et donc, l'éruption du printemps arabe en Tunisie, en Égypte, en 2011, a tout simplement donné l'occasion, le prétexte de lancer une plus grande insurrection armée contre le régime syrien, mais une insurrection qui avait été planifiée depuis un bon moment déjà. Donc, mon objectif ici en tant qu'historien de l'époque ottomane n'est certainement pas de trancher en faveur d'un récit ou un autre. Moi, personnellement, je conçois des événements depuis 2011, pas uniquement d'une révolte populaire, comme l'opposition essaie de le présenter des fois, mais plutôt comme vraie guerre civile, quoique très asymétrique. C'est quelque chose qu'on va laisser les politologues peut-être discuter. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que chaque côté dans un conflit civil va accuser l'autre d'avoir été son instigateur et qu'on va continuellement remonter encore plus loin dans le passé pour prouver quelles en sont les vraies origines. Et là, c'est précisément dans ce contexte-là que les historiens peuvent peut-être aider, non pas à adjuger qui a raison ou à présenter des preuves qui appuient un côté ou l'autre, mais bien de comprendre comment on peut venir à des telles différences d'interprétation. Et c'est vrai dans toutes les guerres civiles, certainement, dans la région, peut-être au-delà de la région aussi, avec lesquelles on peut essentiellement comparer ce qui se passe en Syrie, et je crois que c'est essentiel justement de comparer ce qui se passe en Syrie. Et c'est pour cette raison que je veux parler principalement, non pas de la guerre en Syrie, mais plutôt de la guerre civile au Liban, qui a eu lieu entre 1975 et 1990. Et là encore, ce ne sont pas les événements de la guerre qui m'intéressent en tant que tel, mais plutôt son analyse par les historiens, et notamment par le plus grand historien du Liban, Kamal Salibi, qui en 1988, ou juste avant la fin de la guerre, a publié une thèse, un livre, une thèse très provocatrice, très percutante, House of Many Mansions, Maison de nombreuses demeures, ça existe aussi en traduction française, image ici, dans laquelle il essaie de montrer, je crois qu'il réussit à montrer, que la guerre au Liban était fondamentalement une guerre sur l'historicité du Liban, où chaque communauté confessionnelle qui constitue le Liban et qui a pris part dans la guerre concevait d'une autre façon le caractère et l'identité historique de leur pays commun. Et malgré les très importantes différences entre le cas libanais et le cas syrien, on peut en discuter, c'est une hypothèse que je crois serait opportun à un certain moment de l'appliquer sur la Syrie. Et c'est ça que je veux explorer avec vous. Je serai très content de vos réactions là-dessus. L'argument principal de Kamal Salibi, je vais essayer de faire un résumé bref de ça,
c'est que lorsque le Grand Liban, l'État libanais moderne, le Grand Liban a été créé sous mandat français en 1920, il ne correspondait à aucune entité historique. Et pour le légitimer, il fallait donc mobiliser toute une méthodologie nationale afin d'expliquer pourquoi cet ancien territoire de l'Empire ottoman devrait constituer un État à part. Ceci n'est pas très étonnant parce que, comme vous savez, à cause de Sykes-Picot, tous les États dans la région sont en quelque sorte des créations artificielles. Certainement, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, la Palestine, aucun ne correspond à une division territoriale de l'Empire ottoman dont elles sont issues, sont plutôt des pures créations territoriales anglaises et françaises. C'est ce qui est différent avec le Liban, selon Salibi, c'est que c'était le seul pays où il y avait au moins une partie de la population locale qui voulait de cette nouvelle division. En l'occurrence, la communauté chrétienne maronite, qui avait fait du lobbying auprès du gouvernement français très poussé pour leur créer cet État et qui, avec l'appui de la France tout au long du mandat, entendait dominer ces institutions nationales, même s'ils n'étaient pas strictement parlant la majorité démographique sur le territoire. Et afin de convaincre, on va dire, le reste de la population que ces pays étaient quelque chose finalement naturel, on a mis à point une théorie historique ou un rapport vis-à-vis de l'histoire qu'on peut nommer le libanisme, visant à dire que le Liban a en effet toujours constitué une communauté nationale, que la défaite de l'Empire ottoman en 1918 a tout simplement permis de recréer. Les éléments du libanisme, comme finalement de toute méthodologie nationale, ils reposent sur l'idée qu'il y a bel et bien une unité territoriale naturelle depuis toujours, le pays du cèdre, si vous voulez, qu'il y a une communauté de destin historique, dans le cas ici, le mythe du Liban comme montagne refuge pour toutes les minorités persécutées de la région, qu'il y a une langue commune, ou plus précisément que la langue commune devient le vecteur d'une culture partagée, et finalement qu'il y a eu une association politique pré-moderne qui sert comme fondement de l'État à créer maintenant. Et il va de soi que les autres communautés constituantes du Liban n'ont pas toutes souscrit de la même façon à cette méthodologie. C'est sûr que pour les Maronites se voyaient comme d'abord les seuls catholiques du Proche-Orient. Ils voyaient que les origines du Liban remontent à l'ancienne Phénicie, justement pour justifier ce découpage territorial. Ils voyaient que sa société était composée de diverses sectes minoritaires, chrétiennes et musulmanes, qui s'étaient retrouvées dans la montagne justement pour fuir la persécution tout au long de l'histoire, une persécution constante par les forces politiques extérieures, que le premier régime politique proprement libanais avait été créé déjà au XVIe siècle par un émir druze pour défendre tous les autres contre le joug de l'Empire ottoman, et finalement que le nationalisme arabe séculier, conjugué à la spécificité historique du Liban, pouvait servir de gomme idéologique à ce nouveau pays. Les autres... 5 minutes, voilà. Si ça marchait pour les Maronites, toutes les autres communautés ont vu des contradictions. Bon, pour couper très très court, pour couvrir non seulement toutes les autres communautés du Liban, mais aussi le cas de la Syrie, avec lequel j'aimerais le comparer. Il va de soi que, bon, je coupe très court, les sunnites n'ont pas vu les choses de la même façon. Pour eux, d'abord, les Libanais, les sunnites qui étaient majoritaires dans les villes portuaires, l'ancienne élite commerciale et administrative de la région, pour eux, ils n'étaient pas coupés de leur arrière-pays arabo-musulman. Pour eux, le nationalisme arabe n'était pas séparé de l'histoire proprement musulmane, islamique non plus. Les Grecs orthodoxes du Liban, à l'inverse des Maronites, avaient des forts liens familiaux dans le reste de la Syrie. Ils ne voulaient pas rompre le lien historique qui les liait justement avec la Syrie, une ancienne province byzantine orthodoxe, justement. Même les Druzes, même les chiites sur lesquels les Maronites comptaient en quelque sorte qu'ils se retrouveraient dans cette identité de minorité persécutée, voyaient les choses différemment. Les Druzes ne voulaient pas que leurs émirs soient mobilisés pour un projet politique finalement maronite, tandis que les chiites n'étaient ni d'accord avec les chrétiens et leur complexe de persécution, ni avec les sunnites et leur attachement à la gloire de l'histoire musulmane en tant que tel comme moteur du nationalisme.
Je ne vais pas reprendre toute l'histoire du Liban ici, c'est certain. Selon la thèse de Kamal Salibi, toute cette idée, toutes ces différences sur l'historicité, sur l'identité historique du pays, c'est ça qui a nourri les conflits, la guerre civile de 1958, quand les uns voulaient se diriger vers l'arabisme, le panarabisme, Nasser d'Égypte, le progressisme, tandis que les maronites étaient rigoureusement pro-occidental, pro-français, conservateurs. Ça nourrit l'éclatement de la guerre civile en 1975, ainsi de suite. Donc, mon idée à moi, c'est justement, malgré les grandes différences, il faut comparer cette situation avec la guerre civile en Syrie aujourd'hui. C'est également une guerre, entre autres, sur l'historicité de la Syrie même. La différence majeure avec la Syrie, je dirais qu'à l'inverse du Liban, il n'y a pas de population composante de la Syrie qui a voulu de cet découpage artificiel de la région de l'Empire ottoman. Si les maronites étaient dominantes dans la région qui est devenue le Liban, qui faisait autrefois partie de cette vague région de la Grande Syrie, les classes dominantes en Syrie, les notables d'Alep, les notables de Syrie, presque entièrement des sunnites, presque entièrement des Arabes, des nationalistes arabes, dans le sens du nationalisme comme message, comme idéologie anti-impérialiste, mais un nationalisme qui était justement un nationalisme arabe et non pas syrien. Le message du nationalisme arabe syrien était toujours que voilà, la Syrie est artificielle, on n'en veut pas de cet État, il faut chercher une réunification avec l'Irak hachémite, avec la Jordanie hachémite, si nécessaire avec l'Égypte. Toutes ces élites n'ont pas cru dans l'État en tant que tel. Étonnamment, et c'est peut-être sur ça que je veux finir, les groupes pour lesquels la France a cru constituer une Syrie vague, non nationalisée, avec des institutions faibles, à savoir les minorités, soi-disant persécutées, tout aussi persécutées que les maronites au Liban, ça aurait été les Druzes du sud, les Alaouites du nord-ouest, peut-être même les Kurdes, les chrétiens, ainsi de suite. Et ce sont justement ces groupes-là qui prennent les devants dans les révoltes nationales contre l'occupation française. Les Druzes, dans un premier temps en 1925, les Alaouites, même avant eux, avec la grande révolte de Salah al-Ali. Aujourd'hui, on a l'impression, on lit beaucoup sur Internet, que voilà, les Alaouites voulaient un État séparé, une espèce de préserve nationale alaouite, que les Assad, grand-père de Hafez al-Assad, étaient en faveur de tout ça, et que c'est quelque chose qu'on pourrait recréer aujourd'hui. Mais finalement, non. La grande majorité des Alaouites, de ce qu'on peut voir, étaient en faveur du nationalisme arabe, d'une réunification de la Syrie sous le leadership de Damas. Et c'est finalement ces groupes-là, par les devants qu'ils prennent dans la composition de l'armée nationale syrienne, qui héritent, plus que les sunnites d'Alep et de Damas, de l'idée et du leadership d'une Syrie unifiée. C'est justement leur surreprésentation dans les institutions centrales de l'État, à coup de 5, 6, 7, 8 coups militaires, justement, depuis les années 40, 50 et surtout 60 et 70. 70, que ces groupes, notamment les Alaouites, dans une moindre mesure druzes, ismaéliens, sont surreprésentés dans les institutions nationales de l'État, qui en retour minent, délégitimisent le nationalisme syrien en tant que gomme idéologique pour l'État de façon générale. Si jamais on peut venir recréer la Syrie centralisée ou au moins une Syrie unifiée après la guerre civile ici, ce qui est loin d'être sûr, c'est sûr que les rapports très différents des différentes communautés constituantes de la Syrie doivent être complètement revus, un petit peu comme Kamal Salibi a essayé de faire, avec ou sans succès, ça reste difficile à dire, dans le cas du Liban. Merci, je m'arrête là. Merci, professeur Winter. Maintenant, professeur Mohamed Ouria. Merci, Monsieur le Président. Cette intervention consiste à mettre en évidence peut-être l'angle mort de la dynamique de ce colloque et que notre cher Sami aussi a oublié de mentionner au début, c'est-à-dire un islamisme qui est en train de faire sa place, il l'a déjà fait, et de continuer dans l'arène politique
dans les pays respectifs, c'est-à-dire le Maroc et la Tunisie. Alors, bon, jusqu'à maintenant, il a réussi à se maintenir jusqu'à maintenant. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé un peu de l'angle mort, parce que bon, il ne fait plus peut-être la une des journaux, et certainement, c'est le PJD, le Parti de justice et bien sûr de développement au Maroc, et le célèbre Nahda en Tunisie. Là, je crois qu'en plus de leur maintien dans l'arène politique dans les pays respectifs, il y a d'autres points en commun, notamment cet islamisme maghrébin, qui entretient des liens assez contradictoires, difficiles parfois, avec son homologue moyen-oriental. Et là, je crois que les contradictions se voient très bien quand il s'agit des déclarations, soit officielles, soit officieuses, pour dénoncer ou ne pas dénoncer certaines positions des idéologues célèbres de l'islamisme moyen-oriental. Donc, c'est là aussi ces contradictions, cette difficulté de rompre carrément ou ne pas rompre, ça dépend dans quelle vision on est. Là, je crois que les deux courants sont dans la même dynamique. Le troisième point, c'est-à-dire leur transformation depuis les années 70-80 surtout, jusqu'à l'heure actuelle, de mouvements de prédication en mouvement politique, en parti politique. Donc, c'est assez caractéristique, surtout chez An-Nahda, depuis 2016, depuis le 10e congrès, comme je vais le mentionner tout à l'heure. Donc, avec peut-être une légère différence quand le PJD, c'est-à-dire le Parti de justice et de développement au Maroc, a été accepté avant le Nahda comme joueur, comme acteur politique, quand ces islamistes, prédicateurs dans les années 80, ont été bien sûr cooptés par un parti proche du palais royal. Donc voilà un peu donc, pour la première partie, je vais parler un peu de cette transformation qui montre un peu, ou qui essaie de montrer un peu le pragmatisme entre parenthèses, ou le machiavélisme, comme disent leurs opposants politiques. Mais toujours est-il que pour le PJD, pour comprendre cette transformation au Maroc, il faut saisir un peu le champ politico-religieux. Et comme le montrent bien sûr les travaux de l'Hbabi et Abdallah al-Aroui, l'historien célèbre, il y a 3 institutions à mettre en évidence pour comprendre ce champ. Premièrement, c'est bien sûr l'institution royale, c'est-à-dire le roi commandeur des croyants, comme dans le livre de Waterbury. Maintenant, donc, je crois qu'il est au Liban, mais toujours est-il que dans les années 60, il a fait sa thèse de doctorat sur le Maroc, sur cette institution qui domine le champ politico-religieux au Maroc. Alors, pour cette institution du palais royal ou du roi, elle a 3 légitimités, si on veut. Donc la première, c'est une légitimité historique depuis le XVIIe siècle, 1666, pour la famille qui règne au Maroc actuellement, les Alaouites, non pas syriens, certainement. Et la deuxième légitimité, c'est celle religieuse, à travers, si vous voulez, 2 facteurs. Le premier, c'est-à-dire la mise en évidence de l'appartenance au prophète, à la famille du prophète, et le deuxième volet ou le deuxième facteur, c'est bien sûr la demande de la béa ou ce qu'on appelle, l'allégeance, ce qu'on appelle la béa au Maroc. Donc cette demande de la béa est pour, bien sûr, comme contrat social, si vous voulez, hein, donc toute proportion gardée entre le roi et ses sujets. Alors donc, pour cette institution, il y a la troisième, bien sûr, si vous voulez,
légitimité, c'est-à-dire la légitimité, bien sûr, constitutionnelle, parce que depuis la première constitution de 1962 au Maroc, il y a eu toujours ce fameux article 19 qui donne le pouvoir au roi, un pouvoir religieux en tant que commandeur des croyants et un pouvoir politique en tant que bien sûr, chef de l'État marocain. Alors, bon, il a été divisé. C'est un des articles qui a réussi à survivre après le printemps arabe, et maintenant il est divisé en articles 41-42. Mais toujours est-il que les deux corps du roi, pour paraphraser le célèbre Kantorowicz, sont bien sûr au sein de cette institution, et on le revoit bien sûr dans la Constitution. Alors, cette institution royale, elle domine deux autres. La première, ou la seconde si vous voulez, dans la hiérarchie, c'est-à-dire celle des ulémas, ou les hommes du savoir religieux, pour dire les choses plus près. Cette institution, elle a été toujours dominée en islam. Ça, c'est, si on revoit bien sûr toute l'histoire de l'islam sunnite principalement, il y a eu toujours le politique qui dominait et qui domine toujours le religieux. Au moins, c'est la thèse que je défends dans le livre qui s'intitule ainsi. Religieux dans les citadelles du politique. Sauf que, bon, j'apporte ici deux exceptions. C'est dans l'histoire de l'islam chiite, quand le célèbre Al-Muhaqqiq al-Karaki a été amené en Iran au XVIe siècle pour que le Shah, le deuxième Shah d'Iran, puisse gouverner en son nom. Et on le retrouve dans la lettre qui lui a été envoyée en ce sens. Et le deuxième célèbre exemple, c'est celui qu'on vit actuellement en Iran depuis 1979, où le religieux a pris le pouvoir, où domine le politique. Donc, à part cela, c'est l'histoire de l'islam, et l'institution royale est en harmonie avec cette histoire-là, parce qu'elle domine. Elle a toujours dominé le religieux, elle le domine maintenant, et institutionnellement parlant, la deuxième institution, c'est-à-dire celle des ulémas, c'est-à-dire les religieux, les hommes du savoir religieux, sont bien sûr dans un seul conseil, présidé par le roi lui-même. La troisième institution, c'est celle de l'islam soufi, comme on le connaît au Maroc. Alors, cet islam-là, au Maroc, on les appelle les zawiyas, c'est-à-dire les confréries, et ces zawiyas-là sont bien sûr sous la domination des deux autres, mais à la recherche toujours de la bénédiction du pouvoir royal. C'est vrai qu'ils ont eu, bien sûr, ils ont pris même le pouvoir, je parle des Saadiens avant les Alaouites, mais ils ont toujours été sous la protection du roi, bien sûr, même au temps, bien sûr, de la colonisation française, et les rapports étaient parfois difficiles. Quand ils sont difficiles, c'est-à-dire ils vont faire partie de l'autre côté, c'est-à-dire de l'ennemi à combattre. Donc, ce champ-là, avec ces trois institutions, ne laisse pas de place pour un autre mouvement religieux. Pour faire de la politique ou pour octroyer à la société marocaine une certaine morale religieuse. C'est carrément impossible. C'est pourquoi, et on peut comprendre l'entrée de prédicateurs dans le champ politique en se transformant. Donc, la transformation provient de ce champ qui est harmonieusement, bien sûr, plein, moralement et politiquement. Donc, alors là, je crois que ce qui nous intéresse ici, c'est que ce PJD, ils étaient bien sûr des prédicateurs, un mouvement de prédiction, et ils n'ont jamais cessé de faire des concessions par rapport à leurs principes primaires, c'est-à-dire le califat, c'est-à-dire aussi une société religieuse, et ainsi de suite. Donc, là, je crois que cela a commencé avec le mouvement, bien sûr, de la réforme et du renouveau dans les années 80-90, et jusqu'à, bien sûr, être coopté par un proche du roi, le docteur Al-Khatib, qui était, bien sûr,
c'est le premier chirurgien du Maroc, et aussi un médecin du Palais Royal, et qui, lui, œuvrait en politique dans le parti du Mouvement populaire démocratique constitutionnel, qui va devenir à la fin des années 90 le PJD, quand le Palais Royal a laissé entrer ces islamistes, bien sûr, en politique. Ici, je crois que l'homme de la situation et de la transformation, c'est M. Benkiran, qui a été remercié récemment par le roi parce qu'il a, bien sûr, échoué, entre parenthèses, de former un gouvernement. Alors, M. Benkiran, pour montrer cette transformation qu'on appelle, bien sûr, machiavélisme, c'est qu'il est capable, bien sûr, d'insulter un parti, et dire que c'est un parti de voleurs, et quelques jours après, le prendre avec lui dans le gouvernement. Parce que ce n'est pas, pour comprendre un peu ce réalisme un peu bizarre chez M. Benkiran, c'est que les institutions au Maroc ne dépendent pas des affinités politiques des partis, mais ils dépendent justement du Palais Royal et dépendent justement de l'institution royale dont on a parlé tout à l'heure. Donc, là, 5 minutes qui me restent, je vais parler de la Nahda pour comprendre un peu cette transformation. Je crois qu'il faut aller directement voir l'esprit et ce qui s'est passé dans le célèbre 10e congrès de la Nahda. C'est là, en mai 2016, c'est là où le parti va déclarer carrément que sa séparation de la prédication, entre la prédication et le politique, et non pas du religieux et du politique. Voilà. Donc, cette déclaration a été bien sûr expliquée, je dirais, par deux explications, deux thèses. La première, elle est assez compréhensible parce qu'elle provient des autres acteurs politiques et sociaux tunisiens. Pourquoi ? Parce qu'elle parle de la méfiance. Ils sont toujours méfiants, comme quoi, bien sûr, le parti An-Nahda est en train de jouer le jeu des frères musulmans. Il est toujours, bien sûr, il fait toujours le jeu, il veut islamiser la société, et pourquoi pas le monde, en chuchotant dans les oreilles des grands, comme on le pense jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi la deuxième chose, c'est la deuxième interprétation, c'est celle de l'enthousiasme un peu, et qu'elle provient justement en Occident, c'est que nous sommes en train de vivre une séparation carrément une sécularisation, comme on l'a appelé, ou une sécularisation du parti du mouvement. Chose que refuse An-Nahda parce qu'il ne s'inscrit pas dans cette logique. Et comme le disait et le dit toujours notre cher Sami, ce terme est pollué et donc il n'est pas vraiment très accepté, chose qu'il n'accepte pas. Alors, il parle plutôt, comme le disait el Ghannouchi, dans la déclaration, dans le 10e congrès, il disait que c'est un passage de l'islam politique à la démocratie musulmane. Et il fait un peu il se réfère bien sûr à la démocratie chrétienne du 19e siècle. Pour aller plus loin dans la réflexion, je crois que pour cette question de la démocratie musulmane et la démocratie chrétienne, si nous n'avons pas ici, dans le cas de la Tunisie musulmane, un rurum comme au XIXe siècle, un rurum, comment on l'appelle, l'encyclique Rurum Novarum de 1891, là nous avons toute une théorie des finalités qu'on appelle al-Maqasid, chère au rite malikite qui est en vigueur dans le Maghreb. Et là, c'est de là que puise An-Nahda premièrement sa réflexion sur l'islam plus proche de la démocratie,
et aussi sa distanciation, bien sûr, de ce qui provient de l'islam du Moyen-Orient. Je finis tantôt. Et certainement, je crois que ce que le Nahda a délaissé est peut-être profitable pour lui en matière politique, mais en matière de prédication comme mouvement religieux, ça reste un peu dangereux. Pourquoi? Parce que dans cette Tunisie actuelle et dans la région, il y a bien sûr un mouvement beaucoup plus séduisant et beaucoup plus cohérent quand il s'agit bien sûr de la protection des constances religieuses, à savoir le mouvement salafiste, surtout devant une jeunesse désabusée par ce qui est politique et surtout désorientée dans le marché du travail en Tunisie et ailleurs. Merci beaucoup. Merci pour ces 4 éclairages impressionnants. C'est à vous la parole. Alors, je vous prie de prendre un des micros. Le tortionnaire que je suis, alors de ce côté, le tortionnaire que je suis, 45 secondes de réflexion et trentaine de secondes pour formuler la question. Et après, on fait un autre tour pour être proportionnel avec chaque quinzaine de minutes. Alors, Pierre Pahlavi. J'y vais, Samy. Pierre Pahlavi du Collège des Forces canadiennes. C'est une question pour Ferry de Kerkhoff. Vous avez très bien dit que Erdogan est en train de jeter le parlementarisme aux orties et qu'il a amorcé ce qui ressemble à une grande marche vers une forme de dictature. L'intégration de la Turquie dans l'Union européenne semble être de plus en plus compromise, mais quid de la place de la Turquie dans l'OTAN, qui a un double mandat, un mandat sécuritaire, mais aussi un mandat politique de promotion des valeurs de la démocratie, du libéralisme. Alors ma question, est-ce qu'on peut envisager une exclusion? Et ça me semble peu probable. Ou est-ce que plutôt on est prêt à avaler des couleuvres au nom du réalisme, et jusqu'à quand? Merci. Très rapide comme réponse. Quand on voit la façon dont même l'Union européenne a fait le pacte du diable en matière d'immigration, je suis certain que l'OTAN va avaler la couleuvre exactement de la même façon, parce que depuis que Trump a redécouvert que l'OTAN obsolète finalement est nécessaire, et je crois qu'il le comprend de mieux en mieux, le rapport Erdogan et Trump va être certainement plus positif que ce à quoi on s'attend en dépit de toutes les défaillances au niveau de la Syrie. Je crois que le risque de perdre un allié aussi stratégique que la Turquie l'emporte sur toute autre considération. Et en fait, il y aura une distanciation plus grande, puisque d'un côté, surtout si le rétablissement de la peine de mort se produit en Turquie, car il y aura un référendum, ou en tout cas une législation en la matière, l'Europe va complètement mettre de côté l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, tandis que du côté de l'OTAN, comme le principal artisan de l'OTAN a la peine de mort encore chez lui, ça ne jouera absolument pas. Je crois que les couleuvres, on va les avaler sans arrêt. Je crois que le seul champ sur lequel il n'y aura pas de sacrifice, je ne pense pas que le pauvre Fethullah Gülen va se retrouver en Turquie. Ça, je crois que ce sera the red line. Maintenant, avec les Américains, the red line in the sand or the sand in the red line. All right. Merci beaucoup. Merci. Oui, on alterne, oui, si vous... Comme vous voulez. Question pour M. Kerkhoff. Francis Perrault de l'Université de Montréal. Quand vous avez parlé d'Erdogan, j'aimerais savoir une question comme ça par rapport à sa perspective face aux Kurdes. On n'a pas beaucoup parlé des Kurdes en soi, ni de la perspective d'Erdogan. Si je ne m'abuse, il y avait eu beaucoup de questions par rapport aux problèmes démographiques en Turquie. Alors, très rapidement, d'un côté, je dis, quand on parle des Kurdes, je dis toujours que ce sont laissés pour compte des traités de paix après en 1918, le seul au fond, la seule ethnie qui est historique, qui n'a même pas eu son État, alors qu'il y a eu tellement d'États qui ont été créés par la suite. Alors évidemment, dans le cas des Kurdes en Turquie, ça représente près de 20 millions. Autrement dit, pour Erdogan, il y avait d'abord au début, on avait cru qu'Erdogan était le seul qui était capable en fait de parler avec les Kurdes. Il y a eu une évolution remarquable, mais quand tout à coup il a perdu les élections législatives
il y a eu un mouvement d'opposition pour recréer une unité autour de lui, et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis à taper dur sur les Kurdes. Alors je crois que le phénomène kurde continue à être dans la mire, et ça va être lié avec la question de Pierre Pahlavi, ça va être une des questions les plus difficiles à gérer au niveau de la coalition sur place et même les relations au sein de l'OTAN. Mais je crois que la question kurde pour les Turcs, c'est essentiellement cette longue ligne dont je parlais de plus de 1000 km. Et celle-là, c'est vraiment, ça, c'est une ligne rouge. Et on se retrouve dans cette situation aberrante où certaines forces qui sont armées par la coalition se font pilonner par les Turcs. Alors, la question kurde, Öcalan va rester en prison pendant encore de longues années. Et je n'ai pas du tout l'impression que cette question-là va simplement renforcer ce sentiment de désunion et qui va renforcer la nécessité pour Erdogan de maintenir un pouvoir de plus en plus dictatorial. Et c'est le drame de ce pays, l'impossibilité de l'unifier. Pierre Razou. Bonjour, Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM à Paris. Je suis désolé, c'est encore pour Ferit Kirchhoff. J'ai une double question rapide. Il est payé pour. Ah oui? Ah bon, c'est nouveau. La première, c'est pour vous, puisque vous avez pas mal étudié, vous êtes mis dans la peau indirectement de Donald Trump. Qu'est-ce qui est plus important pour Trump? C'est la Turquie ou c'est l'Égypte? C'est la Turquie et l'OTAN ou c'est l'Égypte et le canal de Suez? Sachant que et l'Égypte et Trump, et Erdogan et Sisi se détestent. Et la deuxième question induite, c'est que peut offrir Erdogan à Trump pour garder l'alliance américaine et notamment les bombes nucléaires américaines sur le sol turc? Merci. Bon, alors, très intéressant comme question parce qu'on a vu les grandes amours entre Sisi et Trump tout récemment. Et en fait, c'est vraiment le rétablissement de l'alliance antérieure qu'Obama avait mis complètement de côté. Alors, je crois qu'il y a certainement du côté de Mattis, du côté de McMaster, et c'est là qui ont dû commencer à influencer Trump en disant, écoute, l'Égypte, c'est un partenaire incontournable, surtout dans le contexte de la relation avec l'Arabie saoudite et la relation contre l'Iran. Autrement dit, il y a plus de certitude pour les Américains avec l'Égypte qu'il y en a avec la Turquie. En revanche, il y a évidemment la question de la relation avec la Russie et quel rôle joue la Turquie là-dedans. Mais comme j'ai dit auparavant, je crois que les Américains sont moins inquiets de la relation russo-turque qui éventuellement deviendra plus hostile par rapport au pari fait envers l'Égypte. Alors je crois que sur tous ces plans-là, je crois que le choix est clair. Alors, la deuxième question, c'est moi, avec tout ce qu'on m'a mis dans le... Qu'est-ce qu'Erdogan peut offrir à Trump? Ah oui, c'est ça, d'accord, excuse-moi. Alors, je crois que Erdogan peut promettre ou s'engager, c'est pas tellement au niveau de l'OTAN, le maintien de l'OTAN, etc., parce que je crois que ça, Erdogan a trop besoin de l'Occident pour aller au-delà de cette position pénible et les couleuvres qu'on va avaler. Je crois que c'est essentiellement au niveau du terrorisme, parce que Trump a une vision extrêmement limitée sur tous ces cas, et finalement, je crois que, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que Erdogan peut, par exemple, convaincre Trump qu'il est capable de maintenir le flot de réfugiés, d'éviter le plus grand mouvement de réfugiés vers l'Occident. Je crois qu'il ne peut pas le promettre, mais il peut essayer de faire croire à Trump qu'il a un rôle essentiel. Et dans un certain sens, l'accord que j'appelle contre nature entre l'Union européenne et la Turquie sur la question des réfugiés pourrait être un des éléments en disant à Trump, écoutez, moi je vais maintenir cet accord même si les Européens me font enrager, parce que je crois que nous avons la même perspective sur ces questions-là. Je crois que c'est essentiellement sur le terrorisme plutôt que sur autre chose. Professeur Fadi Ahmar. Fadi Ahmar de l'Université libanaise et chercheur au Centre des minorités à l'Université Saint-Esprit de Kaslik. J'ai plutôt deux questions. D'abord à M. Antonios sur l'islamisme et l'islam. Est-ce que vous pensez qu'une réforme de l'islam est envisageable? Parce qu'on entend, surtout en Égypte, du président Sisi, il a appelé le Azhar à changer le discours politique, la pensée politique, à une réforme, bref. Est-ce que c'est envisageable? Et parce que ça va toucher, je pense, à la doctrine musulmane. Et ça, c'est la première question. J'ai une deuxième question à M. Winter sur la Syrie. Vous ne pensez pas que Assad, le père surtout, avec son alliance,
minoritaire au début de son gouvernement dans les années 70 avec les chiites du Liban, avec les maronites, bien que ça n'a pas été continué, avec les Druzes après l'assassinat du leader Kamal Jumblat, du leader druze. Vous ne pensez pas que cette alliance minoritaire n'était pas un plan B au cas où la Syrie va être détruite ou bien la Syrie unie n'existe plus, vous voyez? Voilà. Merci. Merci. Je pense qu'elle est possible, la réforme, mais certainement pas, elle ne viendra pas de Sisi, ça c'est sûr. Elle viendra pas, elle viendra des gens comme d'un courant très profond, mais qui est minoritaire pour le moment. Des gens comme Islam al-Buhiri, des gens comme Nasr Hamd Abou Zaid, Saïd al-Qamni, Mizo, enfin qui est Saad Nasr, et d'autres qui pensent dans ce sens. Cependant, cette réforme ne sera pas possible tant qu'il y a une force majeure qui s'appelle l'Arabie saoudite, qui a investi depuis 1969 à peu près 85 milliards de dollars dans la prédication. L'institution du Azhar, qui a été la gardienne d'une certaine wasatiyya, qu'on dit en arabe, d'une certaine modération, est complètement infiltrée par la pensée wahhabite pour une raison très simple. C'est que les fonctionnaires égyptiens ont des salaires minimes. Ils ne peuvent pas vivre de façon respectable avec ça. La seule façon d'avoir un certain prestige, c'est de se faire inviter en Arabie saoudite, de reproduire un peu cette idéologie-là. Alors, on peut dire, oui, c'est instrumentalisé, c'est temporaire, mais quand ça se reproduit pendant 30 ans, vous avez 2 générations de jeunes Égyptiens qui ont été nourris de pensée wahhabite. Et donc, cette pensée wahhabite a pénétré le quotidien des gens. Et ça, c'est un problème majeur. Donc, elle va se faire, la réforme, je crois, mais il faudra attendre que l'Arabie saoudite disparaisse. Quant à votre question, je ne suis vraiment pas spécialiste de l'actualité ou de l'histoire récente. J'ai l'impression que ce n'était pas un plan B, qu'il n'y avait pas de plan B. Aussi bien Hafez al-Assad dans les années 70 que Bachar al-Assad aujourd'hui sont de l'avis qu'ils peuvent toujours contrôler le pays entier, Hafez au Liban et Bachar en Syrie. La réalité, c'est qu'on a souvent tendance à imposer une lecture trop confessionnelle sur leurs actes et on oublie facilement que, comme vous avez évoqué, Hafez s'est allié avec les Maronites à un certain moment au Liban pour les trahir ensuite, pour s'allier avec les Druzes, voire les Sunnites, contre d'autres Sunnites, etc., etc. On oublie par exemple que les chiites ne s'est jamais allié avec les chiites, mais avec certains chiites. On oublie que les chiites pro-iraniens ont fait la guerre aux chiites pro-libanais, pro-syriens au Liban en 1983-84, etc. Et c'est la même chose en Syrie aujourd'hui. Les alliances, bien qu'elles sont basées sur les minorités confessionnelles, par exemple les Alaouites et les chrétiens ensemble maintenant, il y a aussi énormément de sunnites, justement de la région d'Alep et d'autres, qui sont dans le camp du gouvernement. Donc je crois que les Assad ont toujours cru qu'ils peuvent maintenir le pouvoir sur toutes les communautés. Amir Guindi, Affaires mondiales Canada. Moi j'ai une question que j'aimerais adresser à M. de Kharkov sur la Turquie. Tout à l'heure vous avez dit, M. Kharkov, que le coup d'État de juillet 2016, qu'il a été fomenté par Gülen ou bien d'autres sources, a été un cadeau du ciel pour M. Erdogan. Et ça lui a permis effectivement d'aller de l'avant avec son référendum sur les réformes constitutionnelles. Alors, dimanche dernier, les Turcs se sont prononcés. Ils ont dit oui, mais un oui très timide. Donc, ce n'est pas un plébiscite. Pensez-vous qu'avec ce résultat qui est en deçà de ce que scantait M. Erdogan, il pourra aller quand même au bout de ses rêves, ça veut dire gouverner le pays jusqu'en 2028-29. Et comment expliquez-vous que les grands centres comme Istanbul, Ankara, Izmir ont voté non, alors que traditionnellement, ils ont toujours voté oui? Oui. Alors, le résultat dans les grandes villes, ça a été un terrible camouflet pour Erdogan, mais avant le résultat du référendum, je disais toujours que s'il perd,
il sera enragé, mais il continuera à être un dictateur. S'il gagne, il sera content, il continuera à être un dictateur. Donc pour moi, la différence du pourcentage, je crois aussi la réaction de bien des commentateurs européens, justement, des leaders européens, c'est un cadeau pour Erdogan, parce que chaque fois que l'extérieur le critique, ça renforce au fond son soutien, parce qu'il y a quand même une question de nationalisme assez important là-dedans. Je crois que c'est... Pourquoi je dis qu'il y a toujours un risque de coup d'État et un risque même peut-être de guerre civile en Turquie, c'est reflété précisément par les résultats d'un référendum, parce que normalement ce référendum aurait dû être perdu, si l'on considère simplement la façon dont toute la campagne pour le référendum a été menée, avec beaucoup plus d'avantages donnés aux partisans et non pas aux détracteurs de l'accord. Donc pour moi, ce n'est même pas un succès, mais ça n'a aucune importance, et c'est là où justement le jeu soi-disant démocratique d'un référendum est une fiction, dans la mesure où l'État avait infiniment plus de moyens de faire valoir sa position que les opposants. Donc à la limite, c'est un échec, mais ça n'aura aucun impact réel sur le comportement dictatorial d'Erdogan, mais ça aussi lui fera percevoir qu'il est face à un pays très désuni et que s'il n'est pas capable de trouver un moyen de rétablir une certaine unité nationale, et pas nécessairement par des gestes vers l'extérieur, mais plutôt des gestes de conciliation à l'intérieur, il se fera déloger à un moment ou à un autre par un autre coup d'État. Denis Noah de l'Université McGill. J'ai juste une question pour Mohamed, le dernier. C'était juste, est-ce que vous pouvez définir c'est quoi l'islam politique, la démocratie musulmane, puis la démocratie chrétienne? C'est quoi que ça veut dire? En 45 secondes. L'islam politique, c'est l'islam quand il fait la politique. C'est l'islamisme. Juste, oui, je n'avais pas le temps de développer cette question de démocratie musulmane parce que c'est nouveau peut-être. Bon, on en parle beaucoup, mais on la retrouve maintenant dans le programme de Nahda. Surtout la déclaration. Dans la déclaration du 10e congrès de mai 2016, on peut tirer trois principes sur lesquels Nahda compte, bien sûr, aller dans le sens de la politique, en tant que parti de référent islamique, de référent religieux islamique. Là, on retrouve la même chose à partir de la fin du 19e siècle dans la démocratie, dans les partis démocrates chrétiens en Europe. Et cela a continué après. Donc lui, Ghannouchi, s'inspire de cette expérience et il veut faire la même chose. Sauf que, bon, les paramètres ne sont pas les mêmes ici ou ailleurs. C'est pourquoi il y a toujours la question de la tunisianité. On a parlé depuis quelques mois de la question de récupérer le Nahda. Bon, le papier, je n'ai pas eu le temps de le dire, c'était déjà dans les années 80, quand il était mouvement, une scission allait imposer au mouvement MIT, quand il était seulement un mouvement de prédication, pour prendre en considération les caractéristiques de la Tunisie. Donc, là, je crois que ce que nous apporte comme éclairage la déclaration du 10e, c'est que, en plus du premier principe qui est les principes constitutionnels, le deuxième principe, c'est-à-dire, donc nous avons la Constitution, nous sommes d'accord, tous les acteurs politiques et sociaux sont d'accord de travailler sous cette Constitution. Bien sûr, on peut la tordre ici ou là, mais ça fait partie du jeu démocratique, entre parenthèses, du jeu politique au moins. Deuxièmement, le deuxième référent, c'est le référent religieux. Ils n'ont jamais omis ce référent religieux, les Nahda. Ils ont dit toujours que nous avons ce référent religieux, et là, je crois que c'est la même chose qu'on retrouve dans les partis démocrates chrétiens. Sauf que regardez ce qui va se passer.
tout le monde peut le dire. Hein, le PJD aussi le dit, le référent religieux. Non, il est là, nous sommes tous musulmans, c'est comme ça qu'il se présente en Tunisie. D'ailleurs, Nada dit que nous sommes dans un pays musulman. Et c'est là qu'intervient la Constitution. La Constitution ne nous lie pas. Au contraire, dans le préambule de la Constitution tunisienne en vigueur actuellement, il y a bien sûr l'attachement signalé. Ce qui est signalé, c'est l'attachement, bien sûr, du peuple tunisien à l'islam. Mais cet islam-là, il est modéré et il est ouvert bien sûr, vers ce qui est la modernité, ce qui est nouveau, et ce qui est donc par l'interprétation. Alors, ce qu'ajoute la déclaration du 10e congrès, c'est qu'il y a cette touche tunisienne que rapporte le Nada, à savoir que le travail de réflexion qui doit être effectué en islam, comme l'a été fait par les partis chrétiens, la pensée chrétienne de la fin du 19e siècle, c'est pourquoi j'ai parlé de l'encyclique de 1891 auquel on se réfère quand il s'agit de la... Oui, plus. Ah oui, c'est vrai, c'est une deuxième conférence. Voilà. À chaque fois, vous mettez trois mois, donc j'ai pris. Voilà, je vais être bref, on peut continuer après, juste pour faire la comparaison avec la démocratie chrétienne. Lui, il dit que c'est une démocratie. On laisse tomber l'islam politique qui veut islamiser, voilà la différence si vous voulez, islamiser la société d'en haut, et c'est là pour faire la différence avec ce qui est fondamentaliste, c'est-à-dire il veut bien sûr islamiser la société en bas. Alors, lui, il veut faire une démocratie musulmane et faire le jeu politique et diviser le mouvement en deux. Mouvement, bien sûr, de prédication qui travaille au sein de la société, et le parti politique qui n'est plus un parti islamiste, entre parenthèses. Et là, je finis juste. Le PJD, M. Benkiran, au Maroc, il l'a dit clairement. Il a dit, nous ne sommes plus un parti islamiste. Voilà, merci. Voilà. Il faisait ça quand j'étais mon étudiant aussi. Alors, oui. Dernière question. Si elle est difficile, on ne laisse pas répondre. Si elle est facile, je réponds moi. Okay. Voilà. Allez-y. Merci. Francis Desjardins, HEC Montréal. Ma question s'adresse à M. Ouria. Vous avez parlé du rôle des islamistes en Tunisie et au Maroc, mais qu'est-ce qu'il y en est en Algérie aujourd'hui, dans une transition possible du pouvoir dans les prochaines années? Et la question aussi qui suit, c'est quel rôle peuvent avoir les gens qui reviennent du djihadisme dans les pays du Maghreb? Quel peut être leur impact? Oui, bon, pour la question de l'Algérie... Rapido, et après on continue à la pause café. Oui, c'est vrai, parce que c'est une question intéressante, mais là, regardez, nous avons des spécialistes de l'Algérie. Donc, je ne vais pas aller dans le sens de l'Algérie, mais la question sur le retour, là, c'est une question que refuse Nada, et refuse bien sûr le PJD, parce que maintenant, les choses sont claires. Ils sont dans la ligne de mire et tout le monde les contrôle. Donc, ils sont contre, et certainement, j'ai parlé à la fin que cette division de la politique et de la prédication risque bien sûr d'alourdir ou d'approfondir la question du salafisme et justement le retour du djihadisme. Et ça, c'est une affaire des renseignements et des services spécialisés et non pas bien sûr de l'islam politique comme on le voit aujourd'hui. Il dénonce. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Le professeur Miloud Chinoufi est avec nous sur la dimension algérienne. C'est une autorité dans la matière. Alors voilà. Merci. Mes vifs remerciements, on les applaudit très chaud. Et pour notre migraine, une pause café. Merci beaucoup.